J'ai envie de dire let's go. Bonjour Louis. Bonjour Maximilien. Alors Louis Duclary, on te voit de plus en plus souvent maintenant sur des interviews ou des podcasts. Donc je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et pour cause, c'est que ta solution paraît pleinement s'inscrire dans le marché actuel. Ta solution qui est Enchérimo, tu es le cofondateur de enchérimo.com. Donc, tu vas nous en dire un peu plus très rapidement, mais c'est une solution qui aujourd'hui capitalise, il me semble, plus de 1000 transactions depuis sa création. Tu collabores avec plus de 400 professionnels de l'immobilier, tout confondu, agences et mandataires. Et je vais te laisser la parole pour en dire un peu plus. Yes, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Maximilien, de me recevoir là. Oui, en effet, moi j'ai cofondé Enchérimo il y a 3 ans et demi. On s'est pas mal développé en 3 ans et demi. On est rentré dans un marché qui n'existait quasiment pas en fait. Il y avait quasiment pas de solution de vente interactive accessible à l'ensemble des professionnels. C'était déjà un service qui était disponible pour les notaires depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que nous, le point de départ, c'est de se dire, c'est un service qui apporte de la transparence, de l'efficacité. On voulait foncer là-dedans, quoi, globalement. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une équipe quasiment d'une vingtaine pour accompagner les professionnels dans la mise en place de ce système. Et on va dire, ça leur permet de rajouter une corde à leur arc aussi, à leur savoir-faire. Là, ce que je comprends bien, c'est une solution de vente interactive qui s'apparentait à un système qui était déjà existant pour les notaires. Toi, l'ambition, ça a été à travers ton site internet et ta société de le porter aux professionnels et uniquement aux professionnels de l'immobilier, agences immobilières et mandataires. Tout à fait. Nous, on est un pur acteur B2B. Alors, c'est vrai Ok. qu'en fait, de fait, il y a à un moment donné des vendeurs et des acquéreurs qui vont passer sur la plateforme, puisqu'ils vont être inscrits par le professionnel. Mais en fait, nous, on s'adresse en direct aux professionnels, agents immobiliers, négociateurs en agence, mandataires. Et effectivement, l'autre façon de fonctionner, c'est leur apporter cette brique qu'ils peuvent mettre en place dans leurs outils, leur apporter une nouvelle méthode justement de commercialisation de biens et de récupération d'intentions d'achat d'offres. Quel est l'avantage, peut-être tout d'abord pour un acquéreur et puis ensuite pour un vendeur, d'avoir cette solution, de bénéficier de cette solution? Ils sont assez multiples, ça va dépendre des canaux, mais en gros, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que le gros enjeu de la vente interactive, c'est permettre de trouver un prix d'équilibre qui réunisse un vendeur et un acquéreur. Et c'est tout l'enjeu, c'est de se dire, on veut pouvoir optimiser pour tout type de bien le prix d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'était rendu compte, je fais une toute petite digression, mais t'inquiète pas, je vais répondre à la question pour les vendeurs et les acquéreurs. On s'était rendu compte que selon les typologies de biens, on va dire que si tu veux, il y a des biens qui vont se vendre très vite, avec parfois plusieurs offres au prix. Et donc là, la question dans Charimo, c'est de se dire, est-ce qu'une solution de vente interactive peut permettre d'optimiser le prix pour le vendeur, tout en permettant aux acquéreurs, en fait, peut-être de se positionner et de sortir du premier arrivé, premier servi. Et d'un autre côté, il y a des biens qui sont sur le marché diffusés, qui malheureusement ne trouvent pas leur public, et où là, l'enjeu de la vente interactive, c'est plutôt de se dire, changeons de procédé, au lieu de laisser le bien à un prix, on va dire, haute fourchette sur lequel il n'attire pas, renversons la situation, permettons de diffuser à un prix attractif pour retrouver l'intérêt des acquéreurs. Et derrière, évidemment, dans un process classique de qualification, de visite, de validation du financement, ça c'est effectué par le professionnel, permettre derrière d'inscrire des gens qui vont pouvoir se confronter les uns aux autres, puisqu'ils vont avoir la transparence et voir les offres des uns et des autres. Donc, pour résumer, côté acquéreur, les deux grands enjeux, c'est vous qui allez fixer le prix. Et vous allez fixer le prix en face d'autres acquéreurs comme vous, qui ont un budget, qui ne peuvent pas faire n'importe quoi, qui ont un projet, qui ont des attentes. Et surtout, vous gagnez en transparence puisque vous avez la visibilité sur leur offre. C'est le premier point. Évidemment, ils conservent toute la sécurité que leur propose la loi Hoguet, etc. Ils ont des conditions suspensives, il y a des délais, etc. Enfin, là-dessus, c'est inchangé par rapport à une vente classique. Côté vendeur, les gros avantages, c'est que, comme les acquéreurs, ils conservent finalement tout ce que leur met à disposition la loi en termes de sécurité. Ils vont recevoir des intentions d'achat pendant la vente interactive. Si celles-ci n'atteignent pas ce qu'ils attendent, évidemment, ils sont libres de refuser. Maintenant, ça leur apporte aussi une visibilité directe sur le marché. Parce qu'en fait, c'est sympa de commercialiser un bien trop cher, mais si on n'a aucun élément tangible qui nous permette de nous dire que c'est trop cher, à part juste qu'on n'a pas de contact, c'est difficile d'avancer dans sa réflexion. Et là, tout l'enjeu, c'est ça, c'est permettre à Monsieur Dupont de se rendre compte que son bien à 300 000 euros, il n'a pas d'offre, mais que si on le met à 240, là, tout de suite, il attire un nouveau public. Alors effectivement, on n'arrivera peut-être pas à le vendre à 300 000,
Mais déjà, si on arrive à lui avoir des offres fiables, finançables à 270, 280, ça amène de la réflexion. Voilà un peu les points. Et puis, il peut prendre sa décision par la suite en sachant qu'il n'est pas obligé de vendre. Donc, si tu peux me permettre de résumer, en gros, pour l'acquéreur, c'est ce que j'avais trouvé fabuleux, c'est cette transparence par rapport à ce que on voit aujourd'hui sur le monde de l'immobilier et de sortir aussi de cette, parce que j'utilise l'expression, mais de cette rat race où premier arrivé, premier servi. Et dans cette logique premier arrivé, servi, des fois, ni l'acquéreur est gagnant, ni le vendeur est gagnant. Donc, ça permet de prendre de la hauteur sur la situation. Et pour un acquéreur, ben, d'avoir peut-être un vrai délai de réflexion et puis de voir comment se passe la transaction et savoir s'il est en capacité de pouvoir acheter le bien. Et puis pour un vendeur, ben, là aussi, aujourd'hui, il faut pouvoir se confronter au marché, déjà se confronter donc à ce marché. Et pour aller plus loin, à l'heure où on voit de plus en plus de tunnels de vente, avoir un début de tunnel de vente où ta solution peut permettre d'avoir plus de visites, plus d'offres et un meilleur positionnement sur sa décision. Exactement. Bah, en fait, l'enjeu, vraiment, il est là. Hein. C'est de se dire que, pour nous, en tout cas, notre philosophie, c'est de se dire la règle du premier arrivé, premier servi, elle a plus de sens dans le monde actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les biens ont une visibilité mais énorme. Ils sont sur des tonnes de portails. En plus de ça, le professionnel, parfois, il a sa propre base, etc., etc. Si l'enjeu d'un professionnel, c'est de se dire, moi, je prends un mandat, je le diffuse, le premier arrivé à gagner. En fait, honnêtement, c'est aussi, il faut arriver à montrer la valeur à votre client vendeur, quoi. Il va vous prendre pour vendre son bien, il va payer des honoraires parfois importants. Il faut arriver à lui expliquer, bah, effectivement, comment vous avez catégorisé les acquéreurs, comment vous avez déclenché derrière le seuil pour visiter, enfin, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les vendeurs, les acquéreurs, dans plein d'autres secteurs de leur vie, on leur apporte cette connaissance-là pour qu'ils puissent prendre une décision. Et c'est quelque chose qui manque un peu dans l'immobilier et ça fait partie des enjeux auxquels on souhaite répondre. Tout à fait. Et franchement, tu vois, on avait échangé il y a quelques temps, mais là, ton propos et ce que tu viens de dire, ça illustre parfaitement un post que j'ai vu sur Facebook il y a 2 jours, honnêtement, où on avait un vendeur qui, pour un mandataire immobilier, avait décidé à 15 000 euros près de ne pas accepter une offre d'achat dans le contexte de marché actuel, ce qui est un peu dommage. Et en échangeant avec ce mandataire, c'est parce qu'il ne savait pas si demain, il n'aurait peut-être pas une meilleure offre. Donc, il passe à côté d'un acquéreur dans la supposition d'avoir une meilleure offre demain. Et tu vois, avec la solution telle que tu la présentes aujourd'hui, ça lui aurait permis peut-être d'avoir une meilleure décision pour voir comment son bien se comporte sur le marché et si finalement cette offre qui lui a été offerte n'était pas peut-être une super offre, quoi. Bien sûr. Mais ça, c'est tout un. Enfin, finalement, c'est un peu inhérent à un marché baissier. C'est-à-dire que les vendeurs ont envie de croire que peut-être demain il y aura mieux, mais malheureusement, tout ce qui est tangible indique le contraire, finalement. Et parfois, tu vas te retrouver avec un vendeur qui va refuser une offre, qui était peut-être la meilleure offre qu'il aurait jamais reçue, et qui, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, usé par cette commercialisation longue, va accepter une offre bien plus faible. Et l'objectif, alors, en cher Imo, ça ne peut pas répondre à tous les cas d'usage, mais en revanche, notre objectif, c'est de se dire que déjà, on met en place un processus de commercialisation, on va dire, un peu plus long que la normale, 3 semaines, 1 mois, pendant laquelle, déjà, on ne peut pas remettre d'offres. Pendant ce temps-là, les acquéreurs, on leur dit, vous allez pouvoir visiter, vous allez pouvoir valider vos financements, vous allez pouvoir, enfin, en gros, faire toute votre due diligence. Parce qu'en fait, les gens, aujourd'hui, ils sont carrés. Hein, quand ils achètent un bien, ils ont besoin des éléments. Oui, les gens font leur due diligence et ensuite, ils participent à la vente. Et ce qu'on observe, en tout cas chez Enchères Immo, c'est que, in fine, la suite après va plus vite. Parce qu'en fait, ils ont déjà fait tout ce qu'ils avaient à faire en termes de réflexion, quoi. On n'aura pas forcément pour remettre une offre. S'ils remettent l'offre, c'est qu'ils sont très chauds. Et derrière, après, s'ensuit la vente classique avec un compromis, un acte. Mais tout l'enjeu, c'est ça, c'est de se dire que, et surtout du côté du vendeur, il sait qu'il y a finalement 4 participants finaux qui viennent de 15 demandeurs, 10 visiteurs, et il est conscient, le vendeur, que là, on a un peu drainé le marché. Voilà.
Et puis après, c'est le principe de l'enchère, hein, puisque finalement, tout le monde est gagnant et tout le monde est content. Le vendeur, il vend à un prix auquel il est sûr d'être satisfait, puisque ça peut être que du plus pour lui. Et puis l'acquéreur, il achète vraiment avec la transparence que tu as pu lui offrir, au prix qu'il souhaitait vraiment mettre pour ce bien-là. Ok. Complètement. Euh, Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, non, moi, en fait, j'allais rebondir simplement en me disant que dans le contexte actuel, tu vois, en fait, on va dire, chez Enchères on a trois grandes typologies de biens qui sont travaillés sur la plateforme. Le bien usé, donc qui est déjà en stock, qui a déjà été commercialisé, qui, pour l'instant, n'a pas trouvé son public et ça fait un certain nombre de temps. Parfois, il a déjà subi des baisses de prix. Ce bien-là, l'enjeu, c'est vraiment aller le redynamiser. C'est taper un prix qui va permettre d'aller trouver du contact. Évidemment, ce bien-là, il est plutôt délicat à vendre. De toute façon, pour le moment, il n'est pas vendu et il n'est pas prêt d'être vendu. Ensuite, il y a le bien surestimé, cas sur lequel le vendeur, pour X ou Y raison, j'en sais rien, sa voisine a vendu et elle a vendu à un prix stratosphérique, il pense que pour lui c'est pareil. Un autre professionnel de l'immobilier lui a dit que l'estimation était 20% au-dessus que celle que mon partenaire rend, etc., etc. Enfin, classique. Et où là, l'enjeu, c'est tout de suite dire à ce vendeur, vous trompez pas de combat, en fait. Si vous mettez votre bien trop cher, vous allez simplement le griller. Alors, ça vous fera peut-être un petit peu de pouce le premier jour de la commercialisation, parce que vous avez l'impression que vous avez un bien cher entre les mains. Maintenant, in fine, si c'est pour qu'il ne se passe pas grand-chose dessus, et petit à petit faire des baisses de prix et user le bien, c'est pas forcément la bonne méthode. Et après, la dernière partie, effectivement, c'est le bien plutôt dit pépite, où là, l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur prix possible parce qu'on sait qu'on peut le vendre cher. Enfin, cher, j'entends, par rapport à son secteur, plus cher que ses comparables. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, dans les vendeurs, ouais, pardon, vas-y. Oui, mais justement, est-ce que tu as, sur chaque typologie d'exemple, là tu me parles de quatre exemples, le bien qui est grillé sur le marché, le bien qui a été estimé plus cher qu'un concurrent, le bien que le vendeur souhaite mettre plus cher, et puis le bien sur des marchés un peu, on va dire, particuliers, alors pas forcément que du prestige, mais ça peut être des secteurs où les biens sont assez rares, ou une typologie de biens est rare. Est-ce que tu as des exemples d'utilisateurs, des professionnels avec qui tu travailles sur chaque on va dire, typologie d'utilisation? Ouais, carrément. En vrai, bon, j'ai des tonnes d'exemples, donc je vais essayer de cibler les bons Ouais. pour que ce soit le plus parlant possible. Mais disons que sur du bien cramé de chez Cramé, j'ai typiquement un exemple du côté de Dijon, une agence qui travaille avec nous et qui justement avait rentré un mandat qui, enfin, tout le monde l'avait vu, ce truc. Il avait été vu et revu depuis plus d'1 an. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais on va dire qu'il était commercialisé autour des 140-150 000 euros. L'agent rend son estimation 115. Enfin, tu vois, le vendeur prend une petite claque, mais l'agent dit, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est on va mettre en place une stratégie de vente interactive. On va démarrer bas parce que moi, je ne travaille pas pour rien. C'est-à-dire que votre produit, je ne vais pas le rentrer à 150 pour savoir qu'il ne va rien se passer dessus. Je suis sûr qu'à tel prix, j'ai des contacts. On va le rentrer à ce prix-là en vente interactive et on va voir ce que ça donne. Finalement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises à la louche, hein, je crois que c'était il y a 6 mois à l'avance, mais on a dû finir la vente autour de 130, 135. Okay. Alors, c'était bien plus faible, une dizaine de milliers d'euros en dessous de ce qu'attendait le vendeur, mais le vendeur, clairement, était un peu sur la lune. En revanche, c'était carrément dans l'estimation fourchette haute, finalement, du professionnel. Et on a réussi à redynamiser un bien qui est vraiment en difficulté. Donc ça, c'est un exemple type. Après, sur des biens surestimés, généralement, on n'est pas dans le cas où le bien est déjà grillé de chez grillé, quoi. C'est plutôt, on est dans une phase où un bien va bien. Le professionnel discute avec le vendeur, qui discute d'ailleurs avec d'autres professionnels. Et c'est vraiment là un bon angle, la vente interactive, pour pouvoir se positionner en disant, moi, je ne vais pas rentrer dans la course à l'estimation la plus haute, parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pas comme ça que je vais me positionner comme un bon expert. Et en plus, c'est pas forcément comme ça qu'on aura les meilleures réussites pour la vente. En revanche, moi, je connais ma fourchette d'estimation assez finement et je sais qu'on peut lancer une vente interactive à tel prix et que ça va me permettre peut-être d'avoir des offres qui vont permettre de monter. Donc là, l'idée, c'est plutôt de se positionner comme la personne qui va faire gagner du temps au vendeur, pas lui vendre du rêve, mais en revanche, lui dire, on va pouvoir essayer de mettre en concurrence pour avoir le meilleur prix possible. Ouais, alors typiquement, bien un peu pépite, je me souviens très bien d'un bien dans les Landes où là, on rentre, enfin, notre partenaire rentre une villa en disant, en gros, mon estimation, c'est 530. Le vendeur sait qu'il la vend à 530, en tout cas qu'il va pouvoir le vendre. Il est OK pour ce prix-là. On positionne le bien
j'avoue que je me souviens plus exactement, mais peut-être autour des 510 en prix de départ. Donc pas très loin de l'estime, hein, finalement. Il y a un nombre de contacts fou, donc ça, gros avantage, c'est que pour le professionnel, ça lui permet aussi de garnir son fichier, hein. Parce que d'ailleurs, tous les gens qui vous vont contacter pour acheter, potentiellement, ils vont être vendeurs demain, ou vous allez pouvoir les travailler, peut-être leur proposer d'autres produits, parce que on sait que les stocks commencent à regonfler aujourd'hui. Et cette vente, c'est fini à 580. Alors, évidemment, c'est pas tous les jours qu'on fait des ventes comme ça, avec on fait un pourcentage aussi important vis-à-vis même de l'estimation fourchette haute. Mais en revanche, ça voulait dire que ce bien-là, sur son secteur, était considéré en tout cas comme rare, puisque un certain nombre de personnes étaient prêtes à se battre pour ce bien. Et finalement, ça a fait gagner beaucoup d'argent aux vendeurs. Et ça, c'est super intéressant. Et en face, on a des acquéreurs qui sont satisfaits, puisque peut-être qu'ils recherchaient un bien depuis 12, 18 mois, et qu'à chaque fois, ils n'arrivaient pas en premier, à chaque fois, ils étaient un peu en retard, parce qu'en fait, c'était la règle du premier arrivé, premier servi. Et que là, on leur a dit, attendez, oui, bah, vous allez vous battre les uns contre les autres. En revanche, il n'y a pas de pression. Enfin, il n'y a pas de pression. Il faut être capable de se positionner sous 3 semaines, mais bon, vraiment, en 3 semaines, on a le temps. Et finalement, on a fini sur un super prix sur ce produit-là, quoi. Tu m'avais parlé d'une anecdote qu'on s'était eu aussi précédemment Mmh. concernant un bien qui était sur l'île. Et c'est une anecdote que j'avais bien aimée. Alors, on sort de l'avantage pour les clients, parce que là, enfin, quoique, ça reste un avantage pour les clients acquéreurs et clients vendeurs. Mais pour le coup, c'est un vrai avantage pour le professionnel, en l'occurrence, pour faire la différence dans un marché concurrentiel et pour prendre un mandat. Complètement, effectivement. Tu as des appartements où, disons, il y en a vraiment à foison et c'est plutôt des biens qui viennent gonfler des stocks, mais qui sont pas forcément extrêmement liquides. Et d'un autre côté, tu as la typologie maison ou pavillon de plein pied, que les gens s'arrachent puisqu'il y a un jardin, etc., etc. Et effectivement, nous, notre partenaire s'est servi de la vente interactive pour échanger avec des vendeurs qui, d'habitude, ont presque limite, ils vendent seuls, en fait, sur ce secteur-là, quand ils ont une maison, parce qu'en fait, il est, disons, de connaissance pour tout le monde que, en gros, ça vaut 450 000 euros. Je prends un exemple tout rond, mais voilà. Et en fait, notre partenaire s'était dit, bah, moi, je vais aller voir des vendeurs, je vais leur dire que oui, je suis un agent immobilier, oui, je vais leur demander des honoraires. En revanche, j'ai la possibilité peut-être de mieux vendre le produit. Et pour le coup, ce qui s'était passé, c'est que finalement, il rentrait le produit légèrement en dessous de la valeur marché, si tu veux, 450 000. Il me semble qu'il avait démarré la vente à 444 000. Et finalement, c'est une vente qu'on a fini à 478 000, tu vois. Donc, le vendeur, in fine, a vraiment eu un gain d'être passé par un professionnel de 1 et d'avoir mis en place une vente interactive. Et le professionnel, de son côté, aurait peut-être pas capté le mandat, en fait, s'il n'avait pas eu la solution. Voilà. Et ça, ce que tu dis là, je trouve ça fantastique parce que c'est clairement la solution qui te permet en tout cas pour un professionnel de l'immobilier, puisque c'est accessible aux professionnels de l'immobilier, de permettre de vendre, dans le meilleur des cas, aussi bien pour un acquéreur que pour un vendeur. Dans le sens où ce que tu disais, c'est juste, hein, demain, un bien immobilier, par exemple, cette maison-là, en gros, c'est assez standard, elle se vend 450 000 euros. Si tu la mets à 470 parce qu'il y a un marché à 450 et tu te dis je vais la vendre super bien, ben, tu risques de griller ton bien. Et si tu le mets moins cher, ton bien, c'est toi qui es perdant en tant que vendeur. Et là, avec cette solution que tu apportes, ben, finalement, tu peux partir sur peut-être 440 pour créer un appel, générer des visites, générer de l'intérêt, laisser du temps à des personnes peut-être avec plus de moyens de se positionner aussi, et ça permet de la vendre, cette maison, alors peut-être 450, 460, 470, je ne sais pas, peut-être que j'exagère sur le marché dans lequel on est aujourd'hui, mais en tout cas de valoriser au mieux le bien, parce que on crée du contact, et qui dit contact dit intérêt, et s'il y a quelque chose qui se passe, au bout d'un moment, ça sort naturellement, quoi. Tu le disais souvent, mais ça dynamise la vente. En fait, tu es un dynamiseur de vente, quoi. Bah, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'être un outil qui permet aux professionnels de dynamiser ses ventes. D'ailleurs, bah, ça me permet de rebondir sur un sujet que je voulais aborder. Par contre, on n'est pas des apprentis sorciers, hein. Globalement, la vente interactive, c'est encadré. Il y a une façon de mettre en place juridiquement avec un avenant mandat ou un mandat spécifique qu'on fournit. Disons que voilà, il y a quand même des règles. Il ne faut pas se dire qu'on peut faire des cow-boys et mettre le prix qu'on veut et faire n'importe quoi. Non, c'est encadré. Maintenant, c'est une solution encadrée qui permet de dynamiser. Ok. Justement, si tu veux bien, je veux bien que
que tu évoques en fait ce fonctionnement concrètement, comment ça se passe. Parce que moi, demain, je suis mandataire, la solution me plaît, j'y trouve un intérêt parce que sur le secteur sur lequel je suis, ça peut me permettre de me démarquer, ou j'ai des clients que je peux aider à travers cette solution-là. Comment je vais? Comment ça se passe? Ok. Déjà, le premier point, c'est qu'il faut nous contacter. Il faut contacter Enchérimo. Sur notre site, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous faire rappeler, ou bien on se croisera au Rennes. Enfin voilà, il y a plein de solutions, mais on pourra en parler tout à l'heure. Ensuite, nous, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où on commence à travailler avec un professionnel, la première étape, déjà, c'est de vous former. Alors, pas à votre métier d'agent, enfin, votre professionnel. Ça, normalement, vous maîtrisez. En revanche, c'est de vous dire, vous allez mettre en place une nouvelle brique, une nouvelle corde à votre arc. Il faut qu'on vous en donne toute la profondeur pour que vous soyez capable vraiment de A à Z de bien gérer les choses et, disons, bien expliquer tout côté vendeur et côté acquéreur pour pas justement qu'il y en ait un qui se dise « Oula, j'ai rien compris, c'est bizarre cette histoire ». Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le seul défaut, en fait. C'est finalement la méconnaissance pour le moment de l'outil qui fait que parfois les gens se disent « Ah ouais, je connais pas trop, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc nous, on donne tous les éléments, on va former, on va vous accompagner. Derrière, notre rôle, c'est de vous accompagner tout au long de l'utilisation. Donc tu vois, aujourd'hui, moi, je prends un exemple. On a des partenaires qui mettent en place des ventes interactives tous les jours. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont contacter leur chargé d'affaires, si tu veux, chez Enchérimo, leur chargé de projet, qui va, effectivement, ils vont parler du bien, ils vont expliquer depuis combien de temps il est commercialisé, comment ils l'ont récupéré, quelle est leur estimation, quelles sont les attentes du vendeur. Enfin, bref, on prend tous les éléments et on va les aider à fixer le prix de première offre possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le paramètre le plus crucial pour justement permettre à un bien d'aller chercher son plein potentiel, si tu veux, en diffusion. Parce que le sujet, c'est pas forcément de diffuser à 50% du prix, ça n'a aucun sens. Tu n'as aucune envie, quand tu es professionnel, de traiter des cas d'acquéreurs qui sont de toute façon pas du tout dans le scope. En revanche, il faut trouver le juste milieu en fonction du bien, en fonction du marché, pour à la fois avoir suffisamment de candidats et en même temps permettre que ça remonte sur un prix de marché réel, quoi. Donc ça, c'est un enjeu auquel notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de former. Quand on travaille avec des équipes, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent en équipe, soit dans des agences, soit parfois on a des groupes de mandataires. Hein. Tu vois, quelqu'un qui a constitué une équipe avec lui. L'idée, c'est qu'on met tout le monde en même temps, on forme les gens, on va vraiment aller leur mettre des cas d'usage, des exemples types, etc., pour qu'ils soient capables ensuite de présenter Enchérimo, comme moi en fait, tout bêtement. Ce qui, au point de départ, n'est pas forcément le cas, puisqu'ils ont autre chose à faire. Enfin, en gros, ils ont un métier de professionnel. Eux, ce qu'ils maîtrisent, c'est la vente traditionnelle, et on leur apporte cette brique-là. Et une fois qu'ils la maîtrisent, honnêtement, dans le discours, que ce soit pour les vendeurs, pour les acquéreurs, ça roule, quoi. Ça, c'est génial. Et ça, c'est notre rôle, finalement. Donc, si je résume dans le process, on te contacte par le biais du site. Je sais que tu es facilement accessible, enfin, le site est fait pour prendre contact et échanger vraiment rapidement avec vous. Il y a une présentation de la solution. Si c'est OK sur la présentation de la solution, vous allez plus loin avec justement un accompagnement à l'utilisation et une formation à l'outil. Et ensuite, dans cette formation à l'outil, tu as quand même une personne qui t'accompagne tout au long de ton utilisation parce que effectivement, cette vente interactive, c'est un domaine de compétences. Et donc, on ne te laisse pas juste avec un outil, c'est vraiment une solution où tu as un accompagnement avec. Et pour aller un peu plus dans le sujet, précisément, demain, je suis mandataire. Donc, la solution, je t'appelle, je passe par le site. J'ai eu la présentation, je suis OK, je signe le contrat et on s'engage ensemble pour faire la commercialisation d'un bien. J'ai une cliente qui a besoin de cette solution pour concrétiser son projet de vente. Comment ça se passe? J'ai un mandat, je fais quoi? Yes, ouais, je vais te faire le processus type. Tu as un mandat. Nous, on conseille évidemment avec pas mal de force que ce soit un mandat exclu. Pour deux raisons principales. Bon, la première, déjà, c'est protéger ton boulot. Ça paraît logique. De toute façon, aujourd'hui, tous les professionnels ont conscience qu'un mandat exclusif, c'est bien plus intéressant pour eux. Le deuxième point qui est extrêmement important, et ça, c'est plus dans le cadre de la vente interactive, si tu n'es pas en exclu, tu prends le risque d'avoir le bien diffusé à différents prix. Puisque toi, dans le cadre de ta stratégie de vente interactive, tu vas diffuser inférieur au prix actuel. Et dans ce cas-là, tu prends un risque certain de perdre les acquéreurs. Puisque imagine que toi, tu cherches un bien, tu vas sur une plateforme de diffusion, on ne nommera pas, il y en a plein. Et là, disons que tu cherches un 40 mètres carrés, j'en sais rien, je prends un exemple, nous on est à Levallois, nos bureaux, à Levallois. Et tu vois le même bien à deux prix différents. Au mieux, tu appelles le moins cher. Au pire, tu comprends pas, tu bases.
Et en fait, on ne veut pas tomber là-dedans. L'idée, c'est de se dire une vente interactive, c'est un processus. Il faut que le bien il soit uniquement en vente interactive, donc que vous soyez en exclu. OK. Ensuite, tu vas mettre en place un avenant mandat qu'on fournit, qui est présent sur des gros outils de juridique IMO classique. Et dans cet avenant, tu vas prévoir 2 grands points. Le premier, c'est que il a une temporalité, puisque l'avenant il ne va pas durer ad vitam aeternam. La vente interactive, la réception des offres a une date qui est fixée, alors qui peut évidemment dans le temps après être décalé un peu plus proche, un peu plus loin. Évidemment, ça s'est fait, mais l'idée c'est qu'on fixe ça, et donc on fixe que pendant cette période-là, le bien va pouvoir être diffusé à un prix. On indique dans l'avenant qu'on va appeler un prix de première offre possible, honoraire de négociation inclus. Généralement, c'est le prix attractif. C'est le prix qui te permet d'être bien positionné dans ton marché de comparable. Et on rappelle bien évidemment que ce prix-là, c'est un prix qui n'engage pas la vente, c'est un prix de première offre possible, honoraire de négociation inclus, comme son nom l'indique, et que le prix va pouvoir évoluer jusqu'à un prix qui va se terminer pendant la vente interactive, qui va se déterminer pendant la vente interactive. Donc ça, c'est fixé dans l'avenant. Ensuite, toi, tu diffuses classiquement via ton logiciel métier, via tes outils perso, sur la base du prix de départ, évidemment, et avec un petit texte juridique que tu inscris dans ton annonce qui va bien indiquer que c'est une vente interactive, qu'il n'y a pas de frais de participation, enfin, etc. Tout ce qui permet juridiquement de dire que c'est bien carré. Tu as des contacts, tu les qualifies, tu organises tes visites, tu organises des contre-visites, enfin, peu importe, ça c'est le processus sur 3 semaines, tu vois. Et tu valides le sérieux de tes participants. S'ils n'ont pas vu un courtier ou un banquier, tu leur demandes de voir un courtier ou un banquier. Tu ne vas pas inscrire quelqu'un qui n'est pas finançable. Ça n'a pas d'intérêt. C'est quelqu'un qui risque de faire monter le prix alors qu'il n'est pas capable, de toute façon, de faire cette offre. Donc, il faut vraiment inscrire uniquement des gens qui sont qualifiés et qui sont sérieux. Puisqu'en fait, c'est ça la légitimité de la vente interactive, c'est que il faut que tes acquéreurs soient conscients qu'en phase 2, il n'y a que des gens qui sont sérieux comme eux. Et donc, quand quelqu'un fait une offre, c'est une vraie offre, comme celle que eux déposeront. Et c'est ça qui va amener la confiance et qui va amener la transparence. Voilà. Sinon, ils ne vont pas s'exprimer, en fait. Et c'est dommage. Si personne ne met d'offre, tu n'as pas de vente interactive. Donc, voilà un peu le processus. Et à l'issue, toi, tu récupères tes intentions d'achat, tu les présentes à ton vendeur, avec évidemment tout ce que tu sais de chaque participant, leurs conditions de financement, s'ils ont des conditions suspensives, etc., etc. Et derrière, ton vendeur fait sa sélection avec toi, avec tes conseils généralement. Voilà. Okay. Donc là, c'est présenté vraiment comme une solution te permettant d'optimiser la réception d'offres. C'est clairement ça. Ok. Et demain, bon, je suis vendeur, je change d'avis. Des fois, les vendeurs peuvent changer d'avis. J'ai pas du tout d'offre. Ça revient en l'état. La vente revient en l'état et l'avenant est annulé, j'imagine. Tout à fait. Ou j'ai une offre qui ne me convient pas, je suis pas obligé de vendre. En effet. Ok. Et dernière solution, la vente, la proposition me convient, ou je souhaite un peu la renégocier avec ce profil de client. Je peux continuer classiquement la transaction, il n'y a aucun souci. Complètement. En fait, vraiment, si tu veux, il y a 3 grands cas de figure à la fin de la vente. Premier cas de figure, et heureusement, l'offre est acceptée. Très bien. Derrière, va s'en suivre une promesse, compromis, acte authentique. Voilà, cheminement classique. Deuxième point, l'offre est pas complètement rejetée, mais le vendeur dit oula, ça serait quand même bien d'entamer une négo. Moi, j'en attendais un peu plus. Et en fait, tu peux prolonger la vente interactive, qui est simplement finalement une forme de connaissance de ton marché. En fait, la vente interactive, ça te permet de savoir où sont les gens. Et tu peux très bien dire aux meilleurs participants, écoutez, le vendeur à ce prix-là n'est pas encore complètement chaud. Est-ce que vous seriez prêt à vous rapprocher? Enfin voilà, après ça, c'est un job finalement de négociation entre 2 parties. Et enfin, dernier point, on est vraiment beaucoup trop loin des attentes du vendeur. Le vendeur dit, bon, écoutez, de toute façon, là, je ne vendrai pas. À ce moment-là, effectivement, tu vas pouvoir repartir vraisemblablement en mode traditionnel. Simplement, l'expérience de la vente te montre qu'il faut baisser le prix. Et à ce moment-là, c'est un levier assez fort pour le professionnel de dire à son vendeur, oui, attendez, oui, l'offre ne vous a pas convenu, on va essayer de faire mieux et peut-être qu'on y arrivera avec le temps. En revanche, il faut avoir en tête que ça ne sert à rien de remettre le bien à 600 000 si on a eu des offres à 550. Voilà, quoi. Enfin, à un moment donné, sinon très bien, on continue, mais moi, je ne vais pas perdre mon temps en tant que professionnel, quoi. Et ça, souvent, ça permet vraiment de faire le vendeur.
Ouais. Et par rapport à ce que tu me dis aussi, dans le marché à l'heure actuelle, parce que c'est le cas, ça existe, c'est une réalité, j'y vois un intérêt, enfin ça m'y fait penser ce que tu me dis, c'est que aussi ça protège quelque part le vendeur d'avoir des offres ultra basses. Quelque part, tu mets une frontière, une barrière à avoir des offres trop basses. Tu parlais de marché comparable avec un prix sur lequel vous accompagnez finalement les professionnels de l'immobilier à accompagner les clients. Et le fait de déterminer un prix d'appel qui est un prix bas, ça protège aussi peut-être quelque part le client d'avoir des offres à moins 50%, parce que ça arrive en ce moment, ou à moins 30%, quoi. Oui, en effet. En soi, ça va le protéger, oui. Maintenant, enfin, c'est horrible, mais le marché, il est ce qu'il est. Et in fine, c'est l'acquéreur qui fixe le prix, hein. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais enfin, c'est la vérité, quoi. Alors oui, les gens qui mettent des moins 50%, parfois, c'est vraiment purement opportuniste de se dire peut-être que ça va le faire. Bon, là, l'enjeu, c'est pas forcément ça. C'est plutôt de se dire que nous, on va démarrer une vente interactive entre moins 5 et moins 20% en dessous de l'estime. Ça va vraiment dépendre des biens. Et l'objet, c'est de récupérer du dynamisme. Maintenant, enfin, franchement, le prix d'un bien, c'est juste qu'un acquéreur est prêt à mettre pour l'acheter, quoi. Et si personne n'est prêt à mettre, ne serait-ce que le prix qu'attend le vendeur ou 10% en dessous, c'est que malheureusement, bah, soit il n'y a pas matière à faire une vente aujourd'hui parce qu'on n'arrivera jamais à rapprocher les deux parties. Dans ce cas-là, il vaut mieux dire, bon, bah, écoutez, c'est pas le bon marché, vendez pas, on passe à autre chose. Enfin, voilà. Soit il y a matière à faire atterrir un peu le vendeur sur la réalité. Et dans ce cas-là, ça vaut le jeu enfin, de jouer l'affaire, quoi. Pas mal de choses à dire. Donc, c'est vrai que le temps de l'interview, c'est très court pour expliquer tout le potentiel de la solution et notamment les externalités que ça permet de réaliser, comme le fait de te générer davantage d'acquéreurs, de te constituer un fichier acquéreur qui te permet ensuite, pourquoi pas, de faire des parallèles sur d'autres biens sur lesquels tu n'aurais pas pu permettre aux vendeurs d'utiliser l'outil parce que tu serais pas en mandat exclu ou pour X ou Y raison. Donc, tu as des stratégies aussi par rapport à tout ça qui sont hyper intéressantes. Ouais, c'est vrai que bah écoute, si on s'y reste encore un tout petit peu de temps, en fait, on en avait pas mal parlé la dernière fois et moi je pense que ce qui est important de voir avec la vente interactive, c'est de pas la séparer d'une vente traditionnelle totalement. C'est-à-dire que il faut garder son bon sens de professionnel. Il faut essayer de se dire que dans une vente interactive, enfin la vente interactive c'est un tout petit morceau finalement et autour il y a des choses à aller chercher. Et en effet, si ça vous génère beaucoup d'acquéreurs, bah, tant mieux. Ce sont des gens que vous allez pouvoir qualifier, que vous allez pouvoir connaître sur le bout des doigts. In fine, c'est, enfin, mon sentiment est partagé par beaucoup de professionnels, en tout cas du secteur, c'est que votre fichier acquéreur, c'est aussi la richesse de ce que vous faites. C'est-à-dire que avec votre fichier, vous pouvez aussi parfois bah, faire des ventes sans avoir besoin de diffuser sur tous les canaux du monde. Vous pouvez pointer beaucoup plus finement des gens que vous avez déjà identifiés qui sont susceptibles d'apprécier un produit que vous rentrez, etc., etc. Euh, et franchement, en ayant qualifié vraiment bien vos acquéreurs, alors oui, on peut raisonner en se disant, bah en fait, oui, j'ai 10 participants, mais il n'y en a qu'un qui va remporter la vente. Bah oui, en effet, il n'y en a qu'un qui va remporter la vente. En revanche, les 9 autres, s'ils ont le sentiment que vous les avez bien accompagnés, s'ils ont été heureux de la relation qu'ils ont eue avec vous, d'être bien traités, etc., sont des gens qui reviendront vraisemblablement vers vous, peut-être un jour pour vendre un produit, que en tout cas, vous allez pouvoir vous conserver dans votre base d'acquéreurs et peut-être leur proposer, alors évidemment, pas les spammer avec des mails toutes les semaines avec toute la liste de vos produits, hein, mais essayer d'être un peu plus fin, de se dire, bon, bah voilà, j'ai rentré un produit qui ressemblait un petit peu à ce que vous cherchiez. Alors, c'est pas exactement tous les critères, mais en même temps, si on cherche à remplir tous les critères de quelqu'un, on n'y arrivera jamais. Parfois, il faut essayer aussi de garder les critères les plus importants et faire rebondir les autres en se disant, bon, cela, est-ce que vraiment c'est clé, etc., etc. Enfin, je pense qu'en fait, c'est du bon sens, hein, et là, en ce moment, l'activité, en tout cas pour beaucoup de professionnels, est beaucoup plus dure. Parce qu'en fait, on en parlait la dernière fois, Maximilien, et le marché est dur actuellement. Mais il faut revenir en fait aux basiques. Et les basiques, c'est quoi? C'est être capable de bien traiter tous les gens avec qui vous travaillez, être capable effectivement d'essayer de qualifier ou en tout cas d'avoir en base de données un maximum d'éléments sur chacun, vendeur, acquéreur. Et c'est ce qui va finalement vous permettre de continuer votre activité et de regarder plus à 4 mois, 6 mois, 1 an, plutôt d'être toujours en train de courir vers le prochain mandat, la prochaine offre, quoi. Après, honnêtement, tu vois, je te disais, ça me fait plaisir d'échanger avec toi parce que cet outil, pour moi, est
primordial et finalement, même si c'est qu'une bride d'une intégralité sur de la transaction immobilière, primordial pour sortir du lot. En fait, aujourd'hui, les vendeurs, ils ont peur, il faut les rassurer. Il faut leur trouver des solutions. Les rassurer en leur trouvant des solutions. Cette vente interactive, c'est un outil que pas tous les professionnels ont. Tu as énormément 400 professionnels qui te suivent, mais sur l'intégralité de la France, il t'en reste aussi plein peut-être à conquérir. C'est rien du Et, tout. et en fait, je me dis, moi j'ai cet outil, ça me permet de sortir du lot. Si mon voisin ne l'a pas, ça me permet de le présenter à mes clients vendeurs. Et même si le marché est dur, bah, il sera plus dur pour eux que pour moi, plus dur pour mes concurrents que pour moi. Parce qu'avec cet outil, bah, ça me permet concrètement, dans le marché à l'heure actuelle, de confronter mes vendeurs au marché plus facilement qu'en disant aux vendeurs toutes les semaines, ah, on est trop cher, mais j'ai rien à lui apporter, rien à lui prouver. Là où moi, je peux générer quelque chose sur son bien. Et puis, si je m'en sors bien, on avait discuté la dernière fois, c'est toi qui l'avais amené, mais cet aspect gestion du fichier acquéreur. À l'époque, il y a quelques années, quand ça fonctionnait très très bien, c'était juste euphorique. Il y avait une grande part de primo-accédants qui montait des fois jusqu'à 25-30%. Aujourd'hui, les primo-accédants, je pense que sur le marché qui va arriver, il y en aura de moins en moins. C'est-à-dire que les clients que tu vas capter en tant qu'acquéreur avec la solution que tu proposes aux vendeurs, bah déjà, ils peuvent être satisfaits parce qu'ils peuvent trouver leur bien et dans un contexte un peu anxiogène, se dire, bah, avec ce professionnel de l'immobilier sur ce bien qui me plaît, j'ai un peu plus de temps pour prendre ma décision et puis pour me projeter. Mais au-delà de ça, bah, toi, si tu travailles bien ce fichier-là, te dire c'est des potentiels acquéreurs, mais aussi des potentiels vendeurs pour lesquels ils n'auront pas d'autres professionnels leur proposant sur service sur le secteur. Donc au final, tu rentres dans un cercle vertueux qui te permet de satisfaire tes vendeurs, tes acquéreurs. Et quand on parle de marché, alors moi je parle de marché qui évolue parce que effectivement il est pas aussi euphorique que ce qu'on a vu il y a quelques années. Mais pour celui qui a les bons outils, je pense que tu peux quand même encore te démerder et préserver un chiffre d'affaires. Et c'est pour le coup, avec ce type de solution, et c'est pour ça que je te disais que ça me plaisait dans le contexte économique d'avoir cet outil qui confronte les acquéreurs, confronte les vendeurs au marché et qui permet d'avoir une satisfaction client qui te permet d'avancer et de voir mieux demain, quoi. Et écoute, ok. Est-ce que il y a des choses supplémentaires que l'on doit savoir sur Enchères Immo? Écoute, on a parlé un peu de la mise en place d'une vente interactive, on a parlé un peu de juridique. Bon, évidemment, il y a plein d'autres choses à dire, hein. Donc, si il y a des gens qui sont intéressés, faut surtout pas hésiter. On est plutôt sympa chez Enchères Immo et on aura à cœur de vous expliquer les choses. Évidemment, c'est pas engageant de demander une démo. C'est simplement, ça vous permet déjà de mieux comprendre ce qu'on fait. Nous, vraiment, on a la vocation de se développer. Tu vois, tu expliquais au tout début de ce petit échange qu'on avait réalisé un peu plus de 1000 ventes, en effet. Et tu vois, là, c'est sympa. On va fêter fin octobre la première vente sur Enchères Immo qui était il y a 3 ans. C'est du côté de Lyon. Et aujourd'hui, tu vois, on fait une centaine de ventes par mois. L'objectif, c'est bientôt d'en faire 200 par mois et d'accompagner toujours plus de professionnels. Il y a de quoi faire, en tout cas. Vous allez sur notre site. Si vous venez au Rent, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand G59. Il y aura vraiment un gros morceau de l'équipe qui sera là pour essayer de répondre à toutes vos questions, à vous montrer l'outil, etc. C'est un peu l'enjeu aussi de gros salons et de beaux salons comme le Rent. Mais ouais, n'hésitez pas. De toute façon, nous, on adore parler de ce qu'on fait. On y croit vraiment à fond. Donc, voilà, faut pas hésiter. Ok. Eh bien, écoute, merci. Oui. Et moi, je passerai te voir au Rent, du coup. Ah, trop cool. De toute façon, ouais, on est déjà. Mais ouais, non, avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup, Maximilien. C'était très cool.